point de vue, comme quoi tous les gens qui sont dans le service de la restauration et de l'hôtellerie, en particulier sur Paris, sont grincheux. Mais par contre, il y avait nos chauffeurs de taxi. Ben, il y a eu Uber, dis donc. Ça, c'est pas l'État, c'est pas les collectivités. Il y a eu tout d'un coup une entreprise qui est venue taquiner la France sur un principe de service qui était de taxi. Eh bien, c'est curieux aujourd'hui. Les taxis sont vachement plus sympas maintenant, disons. Ils nous ouvrent la porte, ils portent le truc. Mais c'est incroyable, c'est cette valeur de l'intention dont vous parliez tout à l'heure. Un rien, mais tout d'un coup, un coup de projecteur sur cette profession en disant, mais attendez, si les gens en ont assez, c'est parce que vous êtes insupportable. Et effectivement, un étranger qui arrive, qui s'est tapé 12 heures d'avion, qui arrive à Paris et qui ensuite se tape, alors pour le coup, un vrai grincheux de Roissy à l'Opéra, il va retrouver peut-être le même ou son cousin lorsqu'il va repartir de l'Opéra à Roissy 15 jours après, il va se dire, si c'est ça la France... Pour faire l'avocat du diable, vous n'aviez pas l'air de dire quand même que les agriculteurs qui s'étaient transformés en table d'hôte avaient taquiné les restaurateurs du coin quand même. Non, parce que c'est pas du tout la même chose. Parce que là, ils se sont inventés. C'est-à-dire qu'on a inventé une forme de. Autant je peux croire à cette plus grande chaîne hôtelière aujourd'hui française, qui est, vous savez, son enseigne de cette chaîne hôtelière, vous la connaissez. Ça s'appelle l'enseigne, c'est Chambre d'hôtes. C'est le plus grand nombre de chambres en France. C'est sa plus grande chaîne hôtelière. C'est pas Accor, c'est Chambre d'hôtes. Voilà, mais je pense que effectivement, dans la chambre d'hôte, enfin, d'aller chez quelqu'un, c'est peut-être quelque chose qui est effectivement plus personnalisé, plus agréable, d'être accueilli vraiment par une personne plutôt que si jamais il y a des formateurs de l'école de Lausanne qui ne m'en veulent pas, parce que j'ai beaucoup de respect pour cette école, mais néanmoins, nous l'appelons dans la profession le fameux sourire de Lausanne. Vous savez, cette espèce de sourire crispé, bonjour madame, à la bande, vous prenez votre clé, vous avez réservé une chambre, votre code Wi-Fi, voilà, et vous prenez le 3e étage, vous montez. Bah oui, évidemment, si vous préférez arriver dans un endroit où le gars il descend de sa tondeuse avec ses bottes, il vous accueille, il vous dit ma maison est là, et puis on va prendre le petit-déj ensemble demain matin, c'est beaucoup plus agréable. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Et il y a une vraie prise de conscience. Il y a un enseignement à tirer quand même, c'est ça que je voulais dire. Il y a un enseignement à tirer, bien sûr. Mais néanmoins, si on avait, là encore, je reviens, parce que là c'est le problème économique, si nous avions accordé à notre jeunesse que nous avions formée, à la fois vous, messieurs et mesdames les enseignants, et nous ensuite dans nos maisons, si nous avions laissé la possibilité, si nous donnions encore la possibilité, la latitude à nos jeunes de nous installer, allez voir une banque aujourd'hui, essayez d'ouvrir un restaurant ou dans un petit hôtel dans un village. Que celui qui veut relever le défi m'accompagne. Je veux bien faire toutes les banques de la semaine prochaine. Il n'y en a pas une qui va soutenir un jeune couple de professionnels, pas une. D'accord ? C'est quand même bien un vrai problème. Donc on ne peut pas dire on va redorer le blason et on va repeupler de formidables petites auberges avec des sourires juste comme ça, jusqu'aux oreilles, pour que toute la planète soit parfaitement accueillie à un prix tout à fait acceptable, alors qu'il n'y a pas une banque qui suit de jeunes professionnels pour ouvrir un hôtel ou un restaurant ou de reprendre. Donc il faut... je veux bien tout ce que l'on veut, mais... Mais vous trouvez des venture capital qui investissent dans Airbnb. Ah bien évidemment. Ah bien sûr. Donc la question est quand même là, c'est-à-dire qu'on peut critiquer le modèle, moi j'entends ce que vous dites sur le modèle économique, mais il faut se poser la question, quelle est la logique d'attractivité dans ces modèles qui gênent la profession organisée pour en tirer des enseignements? C'est-à-dire que on est dans une compétition, ceux qui rencontrent une demande, et une demande étrangère, c'est-à-dire qu'ils adorent, sur Paris, c'est effrayant, quoi, et d'autres villes, Barcelone et autres. Donc ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui attire les gens. Est-ce que c'est le caractère privatif? Et qu'est-ce qui a injecté dans nos modèles d'accueil pour continuer à garder nos façons de faire qui sont françaises, qui sont professionnelles, mais injecter ce qui détourne des professionnels la clientèle, finalement, je pense. Il faut que nos hôtels, tous nos petits hôtels, tous nos hôtels deviennent justement des maisons d'hôtes, pas comme les autres. Est-ce que il y a une réflexion à mener aussi sur ce rapport à l'autre, peut-être, qui de génération à génération évolue. En plus, on arrive avec des jeunes qui ont un rapport en tant que sujet, qui se vivent en tant que sujet de façon, je parle aux sociologues bien sûr, radicalement différente des générations passées. Hein,
Est-ce que on ne peut pas y voir des incidences sur l'évolution des modèles business de l'accueil, de la restauration au sens large, etc. Qu'est-ce que vous en diriez? Pure spéculation, avis personnel, là, vous dites le sociologue, mais je n'ai pas vraiment travaillé là-dessus. Hein, on est dans une prospective nécessaire. Voilà. Alors, premièrement, il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que l'histoire de l'arrogance du service français, c'est en grande partie une légende qui tient, et qui nous vient en particulier des États-Unis, et qui tient très précisément à ce passé très particulier de la restauration française de luxe aux États-Unis, et tout particulièrement à New York, qui avait développé ce... Vous savez, il y a des trucs et des mises en scène comme ça dans la restauration, ici chez nous aussi, parce que quand j'étais étudiant, il y avait un restaurant sur le boulevard Saint-Germain, à la Maubert Mutualité, qui s'appelait La Vieille Trousse, et où le grand numéro du propriétaire, c'était d'être le plus désagréable possible et de vous virer dès que vous aviez fini pour faire asseoir les autres, etc. Et ça faisait rire tout le monde. Je ne sais pas, il y a un rapport un peu pervers à ce genre de persécution hôtelière ou restauratrice. Bon. Alors, donc c'est en partie mythique, cette histoire d'arrogance. Et là où ça n'est pas mythique, mais ce n'est pas de l'arrogance, c'est à Paris, et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher. Moi, dès qu'on sort de Paris, on a l'impression que tous ces énoncés sont assez faux. Mais ce qui est frappant, c'est surtout, et c'est je crois le plus grave, c'est pas l'arrogance, c'est l'indifférence. Et l'indifférence... Le type qui vous pose votre verre en regardant ailleurs ou qui vous demande ce que vous voulez boire ou manger en trépignant un peu, en regardant de tous les côtés, et qui disparaît très vite si vous ne décidez pas. Enfin voilà, c'est ça le cauchemar parisien, ça c'est tout à fait ça. Et je crois que c'est très très mal vécu par les Parisiens aussi. Hein, alors il faut chercher les causes de ce phénomène-là, et je suis désolé, mais en bon scientifique, je ne peux pas me prononcer tant que je n'ai pas fait la recherche moi-même. Il y a peut-être le mode de rémunération, il y a peut-être la charge de travail, il y a peut-être, je ne sais pas, les conditions de la corporation, je ne sais pas, mais enfin c'est vrai qu'il y a cette caractéristique-là. Peut-être que la différence n'établit pas de relation, alors que même l'arrogance en établit une. Exactement, c'est exactement ça. Et l'indifférence, c'est carrément le refus de l'interaction et de la relation. Et c'est quelque chose qui est rédhibitoire, quoi. C'est un accueil indifférent. Par contre, vous savez qu'il y a eu quand même, on le sait tous, une nouvelle approche de la restauration, pour le coup, à Paris, et que l'on ne trouve pas systématiquement en province, qui est la bistronomie. Eh bien, dans la bistronomie, là, tout d'un coup, les équipes de salle sont vraiment avenantes. Parce qu'on a imaginé un autre modèle de restauration. Mais parce que moi, je crois que dans la bistronomie, la vraie innovation, c'est justement ça. C'est le rapport interpersonnel qui est différent. Parce que sur le plan de la restauration proprement dite et de la cuisine, ça n'est jamais que la version boutique de la haute couture. Service en nappe, ça fait des économies de blanchissage. Et bon, ce genre de choses. Par exemple, si vous parliez de Noma tout à l'heure, non seulement ils économisent en ayant des cuisiniers serveurs, mais en plus, il n'y a pas de nappe, il y a des tables en bois nu, il y a un décor qui est justement un non-décor, parce que c'est... Bon, enfin, et je crois que je suis très sensible à ce que vous dites sur les fondements économiques des formules qu'on nous sert, et la bistronomie, c'est un petit peu ça. Et je pense que c'est un des problèmes, d'ailleurs, mais c'est pas, peut-être que notre animateur ne veut pas qu'on rentre dans ce domaine-là pour l'instant. Moi, ce que j'avais envie de dire tout à l'heure, c'est qu'il vraiment, il faut inventer, c'est ça, des formules, mais d'ailleurs, c'est ce qui se passe, parce que les entrepreneurs de la restauration, enfin, ils font pas tous les bons choix, mais évidemment, ils sont contraints par l'économie. Alors, on voit très bien que le prix de la main-d'œuvre en cuisine et en salle détermine pratiquement l'offre dans une large mesure. C'est-à-dire, par exemple, j'ai été très frappé de voir que dans certains types de restaurants qu'on voit à Paris et qu'on voit maintenant, j'en ai vu un à Angers où il y avait à peu près la même chose, moins il y a de préparation, tout en étant branchouille sur le concept. Par exemple, vous avez le gars qui vous sert une sucrine coupée en 4, dans le sens de la longueur, avec une petite sauce sur le côté, et qui appelle ça, je ne sais plus comment, mais à 10 €. Ça, c'est sûr que ça ne prend pas beaucoup de préparation. Et bon, donc là, en effet, il y a des arguments économiques derrière. Ou alors la dernière découverte de la burrata, par exemple,
qui est une façon, en réalité, de récupérer la vieille mozza, et qui a rencontré un succès absolument considérable, probablement en partie aussi pour un bon rapport sur le prix. Bon. Donc il y a toutes ces contraintes économiques, ça force à l'ingéniosité ou à la filouterie d'ailleurs. Donc il faudrait s'arranger du côté des autorités locales, municipales, régionales et surtout de l'État pour que ça soit régulé, comme on dit maintenant. Non, parce qu'il y a trop de réglementation, c'est ça. Oui, pardon, d'accord. Mais enfin, bon, découragé. Que ça soit découragé. La question dans Mais alors, juste un mot, ce que je voulais dire, c'est que ça soit dans la bistronomie ou ailleurs aussi, je crois que le problème, c'est qu'on essaye de plus en plus, et les chaînes font la même chose, de nous servir le modèle 3 étoiles Michelin à la portée de plus de bourses possibles. Ce qui fait qu'on a, dans la déclinaison des offres disponibles en France aujourd'hui, de plus en plus maintenant de versions, de sous-versions de restauration dite gastronomique, au point que dans des endroits très reculés, ou dans des jolies villes probablement touristiques, on s'attend à trouver un bistrot au bord de l'eau, j'en ai un en tête pas plus tard qu'hier, un bistrot au bord de l'eau avec des pêcheurs en saison ou des choses comme ça, et où il y a des plats au poivre de Sichuan. Ce qui est très grave aussi, c'est qu'apparemment, alors là je vais interroger Rollinger, un cuisinier aujourd'hui a l'impression de déchoir s'il sert un produit traditionnel, disons la blanquette, sans y changer quelque chose, c'est-à-dire changer l'ingrédient principal, ou faire la blanquette avec une sauce brune au lieu d'une sauce blanche, etc. C'est-à-dire que de sorte, on ne peut plus trouver un Mont Blanc qui soit de la crème de marron et de la crème fraîche, il faut qu'il y ait 50 000 ingrédients différents. Comment vous expliquez ça ? Je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est qu'on a, à un moment donné, on a considéré que la qualité, c'était la créativité, et plus du tout la tradition. C'est-à-dire que la tradition, il fallait la mettre au placard, et surtout, la répétition, c'était s'ennuyer. Parfois, j'ai même eu même des réflexions, mais même chez moi, un second qui cuisine qui me dit les solettes là, au beurre salé avec une pomme de terre écrasée, c'est bien, mais il faut que je vous dise, il faudrait qu'on l'enlève. Je lui dis pourquoi ? Il me dit parce que les cuisiniers, ils en ont marre de la faire. C'est un peu trop répétitif. Je dis, mais le problème, c'est que mes clients, ils le demandent. Ils disent, oui, mais les cuisiniers. Mais à un moment donné, je dis, mais attendez, les amis, il se trouve que je suis là, nous sommes là, pour avant tout satisfaire des gens qui viennent nous voir, et pas simplement votre manière d'aborder les choses. Mais cette dimension de systématiquement être dans la création permanente, d'ailleurs, vous prenez n'importe quelle émission de dîner plus que parfait, c'est tout d'un coup celui qui va faire le tout et le plus n'importe quoi qui doit l'emporter. C'est la cuisine poète Spirou. Vous voyez, il y a un moment donné, alors qu'effectivement on aimerait trouver une chose simple, bonne, peu onéreuse, avec parfois et sans chichi, mais ça on a du mal à leur sortir, on a du mal à leur faire comprendre qu'un produit de qualité, à nouveau, il faut tendre vers une simplicité saine, élégante, joyeuse et généreuse. Ce qui est beaucoup plus compliqué que d'inventer chaque jour n'importe quoi. Ah oui, mais il faut se renouveler, il faut se renouveler tous les jours. Alors évidemment, parce qu'un cuisinier, vous pouvez sortir, c'est comme un compositeur en musique, vous allez peut-être inventer 2-3 choses dans votre vie professionnelle, mais vous n'allez pas vous inventer tous les jours. Les gamins, ils sortent de l'école tous les jours, il faut qu'ils fassent un plat nouveau. Alors, je veux dire, évidemment, il y a parfois, encore heureux, peut-être des bonnes surprises, mais il y a un paquet de désastres aussi. Donc ça, c'est un vrai souci. Et évidemment, l'étranger, dont on parlait tout à l'heure, le japonais, l'indien, l'américain,
qui vient et qui trouve une espèce de bidouillerie comme il trouve les mêmes chez lui, parce que les mêmes gamins font les mêmes bidouilleries aux États-Unis, au Japon, au machin. Il se dit mais c'est ça la France, mais c'est pas mieux que chez nous, alors qu'on est venu pour manger, mais bon sang, mais qu'on leur prépare des tripes à nouveau, quoi, hein, qu'on fasse effectivement une blanquette, un potage minestrone, enfin des choses simples, bonnes, peu onéreuses. Là aussi, mais avec les circuits courts, avec cette nouvelle... Il se passe quelque chose en ce moment. Moi, je peux vous assurer qu'il se passe quelque chose. La jeunesse est en train de comprendre ces choses-là aussi. Et parce que la demande est là, et le fait d'empiler... Alors, n'attaquez pas trop quand même le poivre Szechuan, parce qu'il se trouve que je propose un excellent poivre Szechuan, mais le poivre Szechuan à toutes les sauces, le wasabi à toutes les choses, et le yuzu à toutes les sauces, c'est sûr que ça devient insupportable. La blanquette au wasabi ou au poivre de Szechuan, non. mais alors... mais je pense que c'est parce qu'on a ces qualités et créativités qui sont indissociables aujourd'hui. Si on prend vos assiettes, justement, entre guillemets, hein, répétitives, traditionnelles, qui finissent par être oubliées par les étrangers, alors que c'est ça qu'ils viennent rechercher. Donc c'est ça le paradoxe, en fait. On vient chercher la France et puis on rencontre l'uniformité. Mais on peut le trouver dans le décor aussi, des décors absolument que vous retrouvez dans le monde entier qui sont identiques. Alors moi, ce que les jeunes sont fascinés par le Japon. Essayer de faire comprendre à un jeune cuisinier qui a été brillant durant toutes ses études qu'aujourd'hui un grand maître de cuisine soba, par exemple, il lui faut 25 ans. Pendant 25 ans, il fait le même geste, la beauté du geste, la répétition du geste pour arriver à cette perfection dans cette coupe, cette tranche. Ça, c'est extraordinaire. Il faut leur expliquer aussi cette chose-là. Et sans pour autant tomber dans la routine, mais comprendre que l'excellence d'un geste, l'excellence de l'exécution d'un plat, c'est loin d'être évident. Justement, ces assiettes, je les amène, je fais une spéculation, je les amène traditionnelles dans la salle. Comme on les a presque, on finit par les oublier. Donc ça devient source d'explication à nouveau pour le service, les assiettes, la blanquette. Alors que finalement, le truc imbitable que vous expliquez, ça devient de plus en plus compliqué, la combinatoire étant de plus en plus compliqué pour expliquer pour un serveur. Et si on reprend une réflexion qu'on a eue ensemble, que j'ai proposée, qui justifie certainement les investissements massifs à faire sur les professions en formation, en montée en compétences des professions de service, c'est que on a en France, je crois que les dernières usines non délocalisables, c'est nos produits agricoles. À condition que la chaîne de valeur qui les valorise derrière, à savoir l'agriculteur qui fait bien, le pêcheur, etc., le cuisinier qui fait soit des recettes qui ont toujours existé, soit des recettes dites créatives, et le personnel de salle maintiennent le lien de restauration, d'explication, d'information qui est demandé. C'est-à-dire que, bah oui, c'est ce qu'on fait ici, on l'a toujours fait comme ça, vous ne saviez pas, on va vous l'expliquer, ça a été fait. Et c'est quand même là où, en termes, c'est pour redonner la parole à Claude, en termes d'identification pour le mangeur, c'est essentiel. Et on ne se rend pas compte de l'importance économique de ça. Mais là, je sors un de mes refrains favoris, c'est que, comme Olivier Rollinger l'a abondamment développé, la cuisine, c'est sans doute découvrir, mais c'est aussi, au moins autant, retrouver. Et on ne peut plus retrouver. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut plus retrouver ? Surtout, c'est une question d'âge aussi, on ne veut plus se retrouver quand on a plus de passé derrière soi, mais c'est surtout parce que la restauration qui servait des plats répétitifs, traditionnels, qui relevaient de ce qu'on reconnaissait et pas de ce qu'on découvrait, cette restauration-là, elle a disparu. Et je pense par exemple aux routiers. Où sont passés les routiers ? Bon, il n'y a plus de routiers apparemment pour manger dans les routiers, peut-être parce qu'il y a des autoroutes. Je ne sais pas. Les routiers, c'est intéressant, parce que ce qui rend le routier sympa, ce n'est pas les camions qui sont sur le parking. Certainement pas. C'est la serveuse un peu gouailleuse,
Oui, mais enfin, c'est aussi le filet de hareng Pardon pomme à l'huile, le petit d'accord, salé non aux lentilles. C'est un code qui est pas, Oui, c'est pas forcément l'école hôtelière, etc. Mais c'est ce qui fait que c'est la personne qui va établir le lien et ça va plaire, qui va bousculer. Non, mais la serveuse avec un tablier qui s'attache dans le dos, c'est un des grands thèmes, je vois, de Laurent Aron, parce que quand on s'est parlé au téléphone, il m'en a déjà parlé. Oui, parce que c'est un archétype. C'est un archétype, c'est vrai. Et c'est un archétype qui est dans la relation au client, donc, et qui peut intéresser autant quelqu'un qui vient voir la France avec tout ce qu'elle comporte voilà. Écoutez, moi je vais vous parler d'une table bretonne qui s'appelait Laurent Bar. J'en parle avec d'autant plus d'émotion. Laurent Bar. Je vous en parle avec d'autant plus d'émotion que cet homme, ou plutôt ce couple, avait perdu leur deuxième étoile l'année même où nous avons pu l'acquérir, c'est-à-dire en 1988. Cet homme avait une soixantaine d'années et il avait fait la même cuisine toute sa vie. Il avait été lui-même l'apprenti de Laurent Bar. Et Laurent Bar n'avait pas d'enfant, il avait donné son restaurant à l'apprenti et à la petite serveuse qui était en salle. Donc c'était un couple, c'était une histoire merveilleuse. Cet homme-là n'a jamais fait autre chose que son fameux homard à l'américaine. Il faisait un riz de veau extraordinaire, il faisait une poularde à l'estragon exceptionnelle. Et alors, ils étaient que tous les deux. Il nous disait qu'il fallait passer à 20h à table. On disait, mais on va peut-être arriver à 20h30. Non, non, soyez là à 20h. Je disais, bah, ils ne sont pas commodes. Vous arriviez, et vous ouvrez la porte, vous arriviez à une table. En général, elle prenait une table de 6, 8 ou 2 tables de 4, mais pas tellement plus. Et puis, vous entriez, elle fermait la porte derrière, elle fermait la porte à clé. Et vous installiez là, au milieu de lits clos, avec les faïences de Quimper, et vous installez là. Et la fête commençait. Donc c'était un foie gras au torchon, une tablée de bouquets, des plats de 00 avec une motte de beurre sur la table, un turbo qu'elle amenait entier comme ça, qu'elle découpait devant nous, un gigot d'agneau, ses poulardes. Et puis après, elle allait dans le jardin, elle coupait une salade, et ensuite vous aviez en dessert un seul dessert. Des crêpes. Mais des crêpes à tomber. Ils ont fait ça depuis 1930. Et depuis 1930, ils avaient 2 étoiles entre le maître d'apprentissage et ce monsieur. Eh bien ça, c'est quelque chose, mais c'était un temple de la gastronomie. Moi, j'étais complètement à l'opposé, donc j'en parle avec beaucoup d'aisance. Moi, j'étais obsédé par la création, donc j'en parle avec beaucoup de... Mais je trouve ça tellement dommage qu'on n'ait pas gardé ces temples de la gastronomie. On en avait aussi un autre qui a disparu, là, dernièrement. La Duchessane à Saint-Malo. Un turbo grillé, un beurre blanc, une hollandaise, des frites allumettes, tout ça. Fini, terminé. Il va falloir qu'on s'y remette à ouvrir ces choses-là. Il faut que nos jeunes rouvrent ces choses-là. Il faut dire qu'on les aide à ouvrir ces choses-là. Parce que notre patrimoine, il est bien là. Et si demain, ils veulent encore briller, rayonner, il faut absolument que ce type de restauration, avec justement cette simplicité, cette gentillesse dans le service, ce naturel, puisse être retrouvé, parce que là se trouvait le cœur même de notre restauration française. Après, on va faire réagir le public, mais peut-être que je pensais à vos enfants tout à l'heure, parce que c'est quand même là où ce que j'entends, moi, c'est de métiers qui ont du mal à se passionner, parce que pour plein de raisons, dépréciation, etc. On a quand même des voies, on a un peu à redécouvrir sans être passéiste, sans être comment dire, réactionnaire en quelque sorte. Je pense que c'est juste par souci de diversité, c'est-à-dire que les produits, la cuisine combine des choses qui sont présentes, transforme, sélectionne, transforme, etc. Donc si on perd la grille de lecture de tout ça, la redonner, c'est ramener de la nouveauté que les gens ont oublié. Donc ça, c'est une vraie voie. Il faut juste... Parce que je pense à l'enfant qui, quand on lui fait redécouvrir... lui, il a cette virginité de ne pas être passé par la case création parce qu'il est créateur né. Donc, c'est plutôt les parents qui le brident. Donc, si on lui fait ce mécanisme de s'émerveiller de choses simples, on peut peut-être espérer le garder ou en tout cas donner l'envie de le transmettre, à condition de mettre un peu d'argent
Alors effectivement, il faut investir. Et d'en faire un sujet, pardon, je termine là-dessus, de salut national. Pas au sens national, mais c'est une industrie qu'on a à vendre. Alors plutôt que de restaurer des fonderies, pardon pour ceux qui travaillent dans ce secteur, il y a quand même plus d'intérêt pour l'emploi, et même de... Enfin, il y a des milliards d'euros dans cette filière, c'est évident. Mais les processus sont peut-être pas les plus valorisants pour ceux qui en sont les porteurs de la valeur. Je pense que ça commence très tôt. Hein. Je signe et persiste sur l'éducation. À mon sens, dans les collectivités territoriales, comme dans le film à table, je pense que ça passe bien sûr à la maison. Moi, je suis maman de 3 enfants, mais ça s'accompagne aussi à la cantine et notamment sur les produits locaux. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Et moi, en l'occurrence, quand je reçois des étrangers, c'est ce que j'essaie de montrer. L'autre jour, Monsieur Rollinger, je vous entendais parler des tables relais et châteaux dans le monde entier. Et je crois que vous disiez que finalement, qu'on soit à Tokyo, à New York, à Paris ou à Luoyang en Chine, on peut globalement, sensiblement manger la même chose. Et vous disiez, ce qui est intéressant, c'est là où on est, c'est de savoir où on est accueilli et qui nous accueille. Et finalement, les hommes et leur cuisine, elles appartiennent à un paysage, à un environnement, et c'est ça que l'on vend. Et moi, quand j'accueille avec un certain nombre de professionnels, que ce soit des viticulteurs, des restaurateurs, des hôteliers, il y a des hommes, il y a un environnement, il y a un climat, il y a tout un environnement sensoriel qui est une véritable économie de la diversité, de la biodiversité, et qui cultive cette différence. Et les étrangers sont en quête, sont en demande de ça, en quête de sens. Et je crois qu'ils sont en quête de sens, mais il faut que nous, acteurs locaux, on soit déjà à cette écoute et qu'on nous forme, qu'on forme nos enfants très tôt, comme simples citoyens, mais en citoyens avertis, mais aussi les jeunes professionnels, et surtout qu'on leur dise qu'ils font un beau métier, parce que moi, par passion, je fais mon métier, j'essaie de le transmettre, et j'essaie d'associer dans mes projets des gens qui ont exactement la même passion que vous essayez de transmettre. Mais il faut dire à tous ceux qui sont liés à cette économie de l'accueil, de l'art de recevoir, qui font des beaux métiers. Mais il faut le dire tôt. Voilà. Moi, j'ai 3 enfants, dont 2 filles. Une qui veut être grande cuisinière, donc elle serait très fière de vous rencontrer aujourd'hui, puis l'autre grande pâtissière. Voilà. Voilà, je crois qu'on peut le trouver. Et je crois que les jeunes gens qui nous ont accueillis ce midi à l'hôtel de ville, vous l'avez dit, et je crois que ça les a touchés, de leur dire qu'ils font un beau métier. Et moi, je vois nombre de jeunes gens, quand je vais à l'étranger, je vais dans des belles maisons, et souvent, il y a des jeunes Français, et ils sont fiers de ce qu'ils sont, parce qu'on les valorise. C'est vrai que des maisons à l'étranger, eh bien, ils sont valorisés, sans doute qu'ils gagnent mieux leur vie, et souvent, ils y font l'ensemble de leur carrière. Ils ont une progression qui est différente. Et moi, ça me fait plaisir que cette France que je représente, mais que d'autres jeunes gens qui ont été formés chez nous, ils la représentent. Mais je vois bien aussi le problème, c'est que finalement, ces jeunes gens qui ont été formés dans de belles écoles, qui sont à Tours, mais ailleurs, ils ne sont pas chez nous. Ils ne sont pas dans vos maisons. Quel dommage, mais c'est parce qu'on n'a pas su les retenir. Non seulement parce que je pense qu'il y a sans doute de la maltraitance, mais aussi qu'ils sont mal payés. Et puis, nous, clients, comment on les regarde ? Je crois qu'on a une co-responsabilité. Et c'est vrai que moi, quand je monte un projet d'accueil, je tiens les maisons avec lesquelles je travaille, quelles qu'elles soient, derrière, il y a une éthique. Il y a... alors, il se fait que je suis administratrice du Convivium Slow Food Tour Val-de-Loire. Il y a toujours cette éthique du bon, propre et juste. Et je crois que le client final, qu'il soit français ou étranger qu'on accueille, il le sent, il y est extrêmement sensible, et ça fait vraiment la différence. Ça, j'en suis convaincue. Et je sais que c'est votre éthique à vous, parce que je suis votre parcours, je suis beaucoup vos interviews,
Et tout à l'heure, lorsque vous parliez de respect, de bientraitance, de constance, de qualité. Et tant pis si pendant 30 ans on fait du turbo, mais si sur turbo pendant 30 ans il est bon, on a pendant 30 ans le plaisir de retrouver cette même maison. Ça, c'est cette constance qui passe par le geste. On ne devient pas un maître par hasard, c'est un geste répété. Il ne faut pas avoir peur de cette répétition parce que parfois la créativité à tout bout de champ, elle peut être juste terrible. Et moi, dans mon métier, lorsque je fais un accueil, je ne cherche pas des gens hyper créatifs à tout bout de champ tous les jours. Moi, je cherche quelque chose, une qualité qui va être toujours là, voilà, y compris dans l'accueil et le respect du produit et de ceux avec lesquels on travaille qui vont apporter ces produits, parce que derrière un restaurateur, il y a aussi un paysan ou un pêcheur. Voilà. Voilà, ben on va, vous vouliez dire un dernier mot et puis on va donner la parole à la salle pour échanger. Oui, moi je voulais juste préciser que dans le match international, et là je n'ai plus la casquette de vice-président international des Relais et Châteaux, donc je vais jouer la carte France. Il y a quelque chose dont nous disposons et que les autres n'ont pas, c'est cette formidable histoire. L'histoire que l'on retrouve dans tous nos ouvrages de cuisine depuis des générations et des générations. Ces ouvrages se sont à chaque fois renouvelés parce que nous avons cette chance d'avoir une cuisine qui est effectivement perméable au monde et qui se réinvente à chaque époque. Nous avons la chance d'avoir des territoires tellement divers, avec des produits merveilleux, avec des paysans aujourd'hui qui se remettent aussi en question, des cultivateurs, des éleveurs qui se remettent en question. Nous avons des vignerons et le plus beau territoire. Et nous avons une jeunesse, nous avons la chance d'avoir quand même des écoles de cuisine, mais également de salles avec d'excellents professionnels. La preuve en est, c'est que tous nos jeunes, ils partent à l'étranger une année pour apprendre l'anglais. Le problème, c'est qu'ils ne rentrent pas. Tellement vous les avez bien formés. Et tellement on ne réussit pas à faire en sorte qu'ils puissent être rémunérés à la hauteur de leur investissement et de leur talent. Donc avec ce patrimoine dont nous disposons, avec ce potentiel que personne d'autre ne peut avoir, aucun pays peut avoir du Calvados, aucun pays peut avoir du Camembert, aucun pays peut avoir tous ces vins, toutes ces recettes, tout ce tissu, ce patrimoine extraordinaire. Et évidemment, et les crocs en bouche. Et cette diversité dans les coquillages. Demain, je vais au premier festival de culinaire breton qui va se passer à Brest. La richesse des coquillages des côtes de France, ça aussi c'est exceptionnel. Alors dans ce monde du numérique, dans ce monde de la robotisation, dans ce monde où on peut faire justement cette cuisine poète-poète dans tous les sens, nous avons cette histoire. Ce qu'il nous faut absolument, c'est que nos jeunes que vous avez formés retrouvent un intérêt et la possibilité de pouvoir s'épanouir dans nos entreprises, mais aussi en créant leur propre entreprise pour que la vitrine de la France brille et rayonne pendant des années. À vous. Bonsoir. Mes remarques et ma question vont d'abord à Monsieur Rollinger. Vous avez à plusieurs reprises insisté sur la notion d'artisan. Ça s'oppose à la notion d'industrie. Et il y a de plus en plus aujourd'hui une industrialisation de la cuisine et une industrialisation aussi de l'hôtellerie, y compris pas uniquement dans le bas de gamme, pas uniquement chez les réchauffeurs de frites et dans les Formule 1. Mais cet artisanat, comme le vôtre, comme les Relais Châteaux, est un artisanat de luxe. C'est une hospitalité monnayée chèrement. Quand on appartient à la classe moyenne, c'est mon cas, universitaire retraité, on va dans des établissements comme le vôtre de temps en temps, mais plutôt le niveau restauration. Vous voyez, je peux offrir à ma femme un menu à 150 €, ça fait 300 à 2. On ne tape pas trop pour le vin, mais
on n'ira pas dans la partie hôtellerie, parce que 200, 300 euros, 400 euros la chambre. Alors là, on va en chambre d'hôte. Quand je suis allé aux maisons de Bricourt, on a logé en chambre d'hôte sur le Couesnon, chez une Anglaise qui avait une chambre d'hôte, quoi. Puis après, on est allé au Mont-Saint-Michel, on n'a pas mangé chez la Verbrasier de l'omelette à 50 euros, bien entendu. Un petit problème aussi que j'ai dans la fréquentation des relais châteaux ou établissements de ce niveau-là, c'est la clientèle. Vous arrivez sur le parking, des Porsche, des Mercedes, vous avez une Golf, vous sentez un peu un intrus. Bon, maintenant ils ne sont pas habillés quand même différemment de vous, hein. Ils sont assez, les gens qui ont un gros portefeuille, ils sont habillés de manière assez relaxe quand même. Mais on voit les assiettes qui repartent. Vous voulez manger les assiettes complètement, hein. Enfin, vous discutez avec le personnel de service, etc. Et on voit pour les autres là des assiettes qui repartent. Pas manger complètement, ils sont blasés, ils sont repus. Il y a quelques années, je suis allé chez Michel Bras. Il y a le fameux gargouillou. Le gargouillou, pour nous, ça a été... On a discuté pendant des minutes et des minutes avec... Parce que ma femme est un peu... Elle connaît les plantes, hein. Alors, on a repéré des plantes qu'on avait trouvées sur les chemins en randonnant. Ou qu'on cultivait dans notre jardin, ou qu'on ne cultivait pas dans notre jardin, parce que c'est des plantes, évidemment, du Midi. Et à la table voisine, 2 couples, très BCBG, un jeune, un vieux. Les gargouillous sont repartis, ils ont mangé 3 branches, comme ça, et c'est reparti en cuisine. Hein, voilà. Alors, c'est ce qui me dérange un petit peu parfois dans les relais et châteaux. Alors, la question c'est... Bon, vous avez évoqué la nécessité de faire revivre l'auberge. Bon, l'auberge, un peu le moyen de gamme. Alors, est-ce qu'il y a des... Bon, il y a des structures un peu comparables aux relais et châteaux pour le moyen de gamme. Il y a, par exemple, les logis de France. Mais il y a tout là-dedans. Il y a quelques années, moi, j'ai fait casser un restaurateur dans l'Isère qui jouait sur les 2 étoiles de son hôtel pour faire croire qu'il avait 2 étoiles comme restaurateur et qui servait une cuisine minable pour les pèlerins polonais qui arrivaient en autocar pour le pèlerinage de Notre-Dame de la Salette. Voilà, donc la question c'est comment essayer de faire revivre un petit peu cette bonne cuisine aussi à un niveau intermédiaire. Et puis alors une remarque pour Madame Marie. Je crois que vous avez beaucoup de pain sur la planche concernant Tours et la Touraine. Parce que à Tours, bon, bien sûr, il y a quelques bons restaurants, disons une dizaine. Mais pour le reste, on n'a pas la qualité, on n'a pas la créativité, on a la routine. Il y avait à Tours un cuisinier haut de gamme, il s'appelait Akram Belalal. Il était sur la place du Monstre. Il a fallu qu'il monte à Paris pour être reconnu. Il a aujourd'hui 2 étoiles. Moi, je suis très déçu, très déçu. Je ne comprends pas que Tours soit une cité de la gastronomie. J'étais récemment à Strasbourg. Il y a 7 restaurants étoilés, je crois, à Strasbourg. À Tours, il n'y en a plus qu'un seul en périphérie. Et on se demande... Il a dû endormir les inspecteurs du Michelin pour garder son étoile. Hein, voilà, bon. Merci. Cher monsieur, me permettez-vous de tenter de vous répondre? Tout d'abord, il faut savoir que nos établissements sont de lieux publics et que nous n'allons pas, évidemment, fermer nos portes à celui qui aurait un compte en banque un peu plus élevé que les autres. Et on ne va pas faire de ségrégation et d'apartheid en fonction du type de voitures qui peuvent rentrer sur notre parking. Donc, heureusement, sachez que nous accordons le plus grande importance. Un client qui vient... Un client habitué, c'est quelqu'un qui vient 2 fois par an dans nos maisons. Celui qui vient tous les 5 ans, on va s'en occuper. Celui qui vient tous les 10 ans, on va aussi très bien s'en occuper. Mais celui qui va venir une seule fois dans sa vie dans notre établissement, c'est le client le plus VIP de la salle. Et c'est celui-là, quand on parlait du travail justement, ce soin que l'on doit prendre de l'autre, il faut tout de suite, il y a un vrai travail psychologique à comprendre. Pour qu'une personne, effectivement, qui peut-être n'a pas l'habitude, moi je vais vous donner des exemples. De la semaine dernière, c'était extrêmement touchant. C'était des gens effectivement très modestes. Un couple d'un certain âge, pas d'un certain âge, mon âge. Et leur fils avait obtenu un doctorat. Et son premier salaire, il m'avait appelé, il m'a dit voilà, mes parents ils se sont saignés pour que je puisse faire des études. J'ai entendu parler de vous et j'aimerais bien que mes parents viennent dîner et dormir chez vous. Eh bien, le jeu
notre mission, c'était de faire en sorte que manifestement, ces gens-là sont rentrés dans la maison, ils n'étaient pas à l'aise du tout. Eh bien, le soin apporté, c'est de faire en sorte qu'au bout de 10 minutes, ces gens-là ont l'impression d'être comme chez eux. Et la dame, en repartant, elle m'a dit Monsieur Rollinger, je ne pouvais pas savoir, je ne pouvais pas m'imaginer qu'une maison comme celle-ci puisse être aussi simple. Elle m'avait fait le plus beau compliment. Elle s'était sentie à l'aise. Alors maintenant, on a autrefois, on parlait d'autrefois des castes qu'il y avait dans la restauration. Autrefois, les gens qui allaient dans les étoilés Michelin, pour les contenter, c'était assez simple. Les gens du commerce, là, ils vous disent, voilà, il y avait un segment de clientèle, c'est-à-dire que les hommes avaient tous le même petit costard 3 pièces, les dames avaient le même sac à main, il y avait le même parfum, il y avait 2-3 parfums qui étaient identiques, qui traînaient dans la salle, les gens venaient avec leur Peugeot, leur Citroën. Bon, et nos maisons, alors que les prix se sont envolés pour un tas de raisons, et pas nécessairement pour une rentabilité extraordinaire, je peux vous assurer que, effectivement, nous sommes dans des maisons, nous vivons bien souvent comme des princes, mais nous avons aussi parfois des comptes en banque de gueux. Et si nous étions vraiment des gens d'argent, on voit des journalistes qui portent le point du doigt en disant il n'est pas capable de mener son affaire, si nous étions des gens d'argent, avec le peu de talent dont nous disposons, nous aurions aujourd'hui des modes de distribution alimentaire qui seraient quand même beaucoup plus simples. Donc on a un peu un brin de folie parfois. Mais ce que je veux dire par rapport à cette clientèle, l'approche psychologique est capitale. Et aujourd'hui, on a des gens, nos maisons se sont totalement démocratisées alors que les prix se sont enflammés. C'est-à-dire que plein de gens viennent pour des moments d'exception. Et vous avez évidemment, vous avez 50 couverts, vous avez là 10 tables, eh bien, il n'y a pas une table identique. Vous avez toutes les couches de la société, vous avez toutes les tranches d'âge, et vous avez le monde entier. Et finalement, la seule chose, les gens vont leur présenter le même décor, c'est pratiquement la même cuisine qu'ils vont manger, la seule chose qui diffère, c'est justement l'excellence et ce raffinement dans l'approche de ces personnes qui doivent mettre à l'aise. Alors le blasé, pas du tout ils vont s'en occuper du blasé, c'est peut-être effectivement un bon client. Mais vous ne pouvez pas savoir, justement, pour une équipe de salle, mais comme pour une équipe de cuisine, ce qui nous intéresse avant tout, c'est le client sensible, éduqué, connaisseur, ouvert. Et ça, vous savez, on passe notre temps derrière le rideau ou derrière la porte, dans nos cuisines, devant nos fourneaux, à nous dire « Moi, j'ai passé ma vie et tous mes collègues, que ce soit des Michel Bras que vous avez cités, qui effectivement sont gargouillous, quand ils voient son gargouillou revenu et touché de main, par moment, il ne faut pas le regarder, faut pas y penser à ça, parce qu'on arrête de cuisiner. Mais notre souci permanent, c'est ça. Est-ce que les gens étaient contents ? Est-ce que les gens étaient contents ? Est-ce que les gens étaient contents ? C'est quand même des maisons qui brillent par cette excellence de pouvoir quand même vouloir faire plaisir, et cette angoisse et cette nœud au ventre. Et quand vous avez un client qui est mécontent, qui vous envoie un courrier, et aujourd'hui cette espèce de délation et cette espèce de, c'était pas des lettres anonymes, aujourd'hui c'est des courriers anonymes qui sont lus par des millions de personnes, et vous avez le nœud au ventre et vous dormez pas pendant 8 jours et toute l'équipe est là. Donc respectons ces hommes et ces femmes qui tentent de faire vivre ces maisons. Et aujourd'hui, moi je pense que faut pas porter quand même, je pense que Tours, c'est pas parce que vous montez à Paris que tout d'un coup vous êtes reconnu, parce que ça, j'y crois pas beaucoup non plus. Je pense que ce jeune Akram, effectivement, il a aussi énormément évolué dans sa cuisine. Il fait une cuisine absolument délicieuse, c'est vrai. Mais vous avez bon nombre de cuisiniers à Tours et dans les environs de Tours qui sont exceptionnels, avec des produits merveilleux. Voilà. Il faut que je vais vous parler de Richard.
Bonsoir. J'aimerais revenir un petit peu sur ce qui a été discuté sur le manque d'accueil et automatiquement le manque de personnel de salle et donc les retombées du manque d'accueil qu'on peut avoir dans nos établissements. Je ne pense pas que ça vient donc du manque de formation, car toutes nos écoles, nos CFA, nos lycées hôteliers, nos écoles supérieures sont quand même gérées avec des formateurs de professionnels. Seulement, je pense, et j'aimerais avoir votre opinion par rapport à ça, est-ce que justement la revalorisation du métier de la salle ne vient pas également de la revalorisation donnée par nos employeurs vis-à-vis à ce métier, étant donné que faire 75 heures par semaine à un employé de salle qui est payé 39 heures, avec des heures antisociales, est-ce que vous trouvez ça normal ? Et également, est-ce que justement, sur ce que vous avez dit ce matin, vous avez mis 20 points dans votre charte Relais-Château, est-ce qu'il y a au moins un point qui mentionne le respect des lois et de la législation de l'emploi vis-à-vis des employés de la restauration ? Attendez, je vais y répondre, mais il faut que j'aille chercher mon manifeste, mais effectivement, il y a un point, mais je vais me proposer de vous le lire. Je ne sais plus, mais évidemment, alors, tout d'abord, j'espère, évidemment, s'il y a des employeurs aujourd'hui qui font faire 75 heures à des personnes qui doivent faire 39 heures, il faut tout de suite les dénoncer. Enfin, je veux dire, et quelqu'un qui aujourd'hui ne respecte pas la loi et la législation du travail doit être dénoncé. Je veux dire que pour moi, c'est pas le sujet. Je veux dire que c'est évident. Maintenant, il faut comprendre que trouvez-moi, je ne sais plus quel numéro il est. Il faut bien comprendre que la loi, c'est la loi. Et s'il y a des gens qui ne la respectent pas, il faut se lever. Mais il y a quand même beaucoup de maisons. Je peux vous dire, aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de maisons, c'est 2 jours et demi de congé. Les horaires sont respectés. Les salaires sont conséquents. Mais il manque un peu de fun. Il manque un peu de fun parce qu'ils ont ce sentiment d'être au service de... Et c'est curieux parce que ces jeunes, ils aiment le contact, ils aiment bien être au service de l'autre lorsqu'ils sont brancardiers, infirmiers, sauveteurs, pompiers. Là, ils sont tout de suite prêts à être au service des personnes. J'essaie de leur faire comprendre que les gens qui viennent dans nos maisons, mais même, je parlais de dire juste ce déjeuner, mais c'est un besoin de détente indispensable, parce que les gens sont fatigués, les gens sont meurtris, les gens sont souvent abîmés par la vie de telle violence, et nous sommes des havres de paix. Est-ce que si on pouvait faire comprendre à toute cette jeunesse qu'ils permettent de préserver des lieux, mais de la petite restauration à la plus... Mais le routier comme le 3 étoiles, des lieux, peut-être les derniers refuges civilisés. Je dirais le point 13. Alors, le point 13. Ça, c'est le point 13 dans nos 20 engagements, pour répondre à votre question. Je vous lis. Donner à nos collaborateurs des conditions de travail et de rémunération qui leur permettent de partager pleinement l'ambition de nos maisons et d'en être les premiers ambassadeurs auprès de nos clients dans leur environnement familial et local. Ça a été écrit à l'international. Les engagements doivent être affichés dans tous les halls des Relais-Château et dans tous les offices des Relais-Château. Je ne sais pas si vous étiez là ce matin, j'évoquais en Inde cette histoire de ce jeune couple qui avait vu dans quelles conditions vivaient ses collaborateurs. Évidemment, cette maison, l'année suivante, est sortie de notre association. Et alors, évidemment, le problème peut être sensible en France, parce qu'on sait très bien qu'il y a des employeurs qui traitent mal leur personnel. Mais ce n'est pas particulier, ça existe dans toutes les corporations, vous savez, malheureusement. Allez voir des chaînes de l'agroalimentaire, vous allez voir dans quelles conditions les femmes travaillent aussi, qui sont excessivement dures également. Donc des excès, des gens qui maltraitent leur personnel. Enfin, je peux vous dire aujourd'hui que dans notre profession, lorsque nous sommes tous à la recherche de collaborateurs en salle,
Donc je peux vous dire que lorsqu'on les a, on les bichonne. Hein. Oui, alors moi, du coup, je rebondis un peu sur la question qu'on vient d'entendre, parce qu'elle touche un peu le même sujet. Mais par rapport à la motivation que peuvent avoir les jeunes à rentrer dans ces beaux métiers de la cuisine et de la salle, croyez-vous que justement, il y ait quelques difficultés quant au fait qu'on rencontre encore dans certaines maisons des chefs tyranniques et une inspection du travail totalement impuissante? Eh bien, il faut dire à ces jeunes qui travaillent dans ces chefs ou ces employeurs qui sont irrespectueux de la dignité de chacun, il faut quitter immédiatement ces établissements. Il faut vous en aller. Il y a plein de maisons. Et là, moi, vous me dites où ça se passe et vous dites à ces jeunes de venir sur le site de Relais Château et de venir travailler et rejoindre les membres de notre association et bien d'autres. Évidemment, qu'est-ce que je peux vous dire? S'il y a des cinglés encore en cuisine, hein, qui traitent comme on les traite... Vous savez, c'est l'enfant battu qui bat ses propres enfants. C'est ce côté rébellion en disant j'en ai bavé quand j'étais jeune, il n'y a pas de raison que tu n'en baves pas. Mais moi, parfois, je suis obligé de reprendre même certains de mes jeunes, même en cuisine. Je lui dis, mais attendez, t'as quel âge, toi? T'as 25 ans? T'as ta petite copine? Tu te mets en ménage? Dans moins de 3-4 ans, tu vas avoir un enfant. Dans 15 ans, tu vas avoir un petit jeune qui va arriver, ou une petite jeune qui va arriver, qui va avoir le même âge. Tu vas traiter, ou sous un coup, ils ont leurs enfants qui ont 5, 6 ans, 7 ans. Mais je dis, dans 5, 6 ans, 7 ans, tu traiterais de cette manière-là ce jeune qui vient de rentrer? C'est pas acceptable. Bien sûr que c'est pas acceptable. Mais vous savez, ça, c'est pas particulier à l'équipe de salle. Hein. Il y a aussi des jeunes en cuisine qui sont maltraités. Ouais. Vous savez, c'est... Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des gens qui sont pas respectueux et il faut les dénoncer, c'est tout. C'est à moi, je crois. Je suis là. Je vous entends parler tout à l'heure de terroir. C'est vrai que la France se bat pour son terroir. On a une richesse, ça vous nous l'avez dit tout à l'heure. Tous les producteurs travaillent vraiment avec leurs tripes depuis de nombreuses années et c'est de mieux en mieux, d'année en année, c'est de mieux en mieux. Et puis après, on cuisine le produit, il est transmis vers le service, la salle. Et là, la salle, on va tomber sur un serveur qui va vous dire bon appétit, voilà votre viande, bon appétit. Et c'est en ça que c'est un problème, parce que ça dévalorise complètement en fait, tout le gros travail qui a été fait en amont. Le gros travail du producteur, le gros travail du cuisinier qui, lui, travaille depuis des années comme un grand professionnel et qui, en salle, eh ben, on va tout perdre en salle avec le service. Il n'y a pas eu de communication entre la cuisine et la salle. Et on va tout perdre auprès du serveur. Et le serveur va arriver devant le client en disant, ben voilà, bon appétit, ça s'est bien passé, c'était bon. Et qu'est-ce que c'est dommage. Et je trouve que on n'a pas appris, nous, dans le monde de la restauration, on n'a pas appris à manager. Je n'ai pas été formé au management. Moi, prof de cuisine, je n'ai pas été formé à ça. Je n'ai pas été formé à la communication. J'ai découvert l'estime de moi en faisant du théâtre d'improvisation. J'ai appris à me découvrir, j'ai appris à aimer jouer, je dirais à la limite à aimer jouer en slip sur une scène et pas me préoccuper de l'entourage, quand même si... Il faut que le jeune aujourd'hui trouve son identité, apprendre le regard de l'autre, du client, l'attitude, la posture à avoir, la gestuelle, l'estime de soi. Et je pense qu'on devrait démarrer par ça aujourd'hui. Et la question que je vais vous poser, j'essaie de mettre en place de la pédagogie théâtralisée en restauration dans mon centre de formation depuis l'année dernière. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je laisse Olivier Rollinger répondre, et puis après on prendra une dernière question. Alors, c'est une formidable idée. Moi, ça fait très longtemps que j'y pense. Je pense que le travail de salle est très proche de la troupe de théâtre,
avec, d'ailleurs on rentre en scène. Je rappelle que justement, s'il y a cette même cuisine, ce même décor, mais des gens totalement différents, il y a une dimension chorégraphique. Donc cette espèce de mise en scène de ce ballet, et puis effectivement cette gestuelle, ce discours, comment raconter l'histoire de cette maison, raconter l'histoire de cette cuisine, sans, alors attention, parce que parfois aussi, alors on peut aussi parfois, enfin, moins par la cuisine, parfois dans le vin. Les amis sommeliers qui sont là, mais il y en a parfois, vous savez, qui disent, oui, enfin, vous me demandez, mais à quel moment vais-je pouvoir goûter ce vin tellement la personne raconte l'histoire du vin. C'est-à-dire, il raconte, ça sent le sous-bois, la chasse, le machin. Il dit, mais on attend la race du chien, quoi. Il y a un moment, alors, il faut faire très attention. Mais néanmoins, votre idée de tout d'un coup faire danser, chanter, d'être des vrais battleurs, d'être dans une forme de chorégraphie, de mise en scène, ça j'y crois beaucoup. Ça, j'y crois beaucoup parce que... et puis, d'abord, il faudrait exiger une chose. S'il y a des jeunes, là, toutes les équipes de salle, donc maintenant, vous n'envoyez pas un plat en salle si vous ne l'avez pas goûté. Vous dites, je suis désolé, moi je fais grève, j'arrête. Moi, j'y vais pas, vous ne m'avez pas fait goûter, vous me demandez de lancer la nouvelle carte, tout ça, j'y comprends rien, je ne tiens pas à passer pour un bonnet. Vous pouvez me raconter tous les mots, me mettre tous vos fiches techniques, dire ce qu'il y a dedans, ça ne m'intéresse pas. Je veux d'abord le goûter, avoir mon propre avis sur ce plat. Évidemment, si je ne le trouve pas bon, je ne vais peut-être pas vous le dire en pleine face, mais au moins, je vais savoir à peu près quel goût il a. Et puis ensuite, il faut effectivement, ça s'appelle du management, vous le dites tout à fait, c'est que vous créez quelque chose, vous faites quelque chose, vous l'expliquez, le tenant, les aboutissants, pourquoi. Alors si c'est la dimension créative qui est vraiment aujourd'hui, ben vous expliquez pourquoi il l'a créé, sa source d'inspiration, la qualité des produits, leur provenance, l'histoire du producteur, ces choses-là. Et puis, si c'est un plat de tradition, eh bien là aussi, expliquer la belle histoire de ce plat de tradition. Mais en tous les cas, ce jeu, parce que c'est un jeu, et c'est un jeu avec l'autre, c'est un jeu qui est superbe. C'est un jeu. Si c'était à refaire, je crois que j'irais en salle. Il ne faut juste pas se tromper de pièce dans la salle si c'est un théâtre, parce que ça peut être très très chiant. Une dernière question, après on vous libère. Oui. Bonjour. Moi, je vais répondre à une question qui n'a pas été posée parce que j'ai vraiment envie d'y répondre. Et la question, c'est, vous parlez tous de la gastronomie, de l'extraordinaire, et quid de l'ordinaire? On en a un peu parlé, mais je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Et je trouve personnellement que dans l'art de recevoir, ou la façon de recevoir, d'abord, il faut recevoir tout le monde, vous l'avez dit. Ça veut dire les Français aussi. Or, on a parlé surtout des étrangers. Et les Français, ils ont des occasions extraordinaires où ils vont sortir leurs économies éventuellement pour aller dans un grand restaurant. Mais il y a aussi le quotidien. Il y a de plus en plus de repas qui sont pris à l'extérieur. On nous le serine tous les jours. Et c'est même un phénomène absolument massif. Et ce qui est frappant, c'est que justement, cette restauration de l'ordinaire ou cette alimentation de l'ordinaire, du quotidien, si vous voulez, moi, je trouve que c'est là-dessus c'est épouvantable. Enfin, franchement, je n'ai pas l'habitude de faire des jugements de valeur sur mon objet de recherche, mais là, quand même, si vous regardez, qu'est-ce que vous avez comme choix entre les brasseries qui vous balancent tout le catalogue de Davigel, moi, je suis capable de reconnaître à la première cuillerée, même à l'arrivée, le moelleux au chocolat de chez Davigel, qui d'ailleurs est un bon produit. C'est un bon produit, la tarte au citron de Davigel, qui est aussi un bon produit, mais où on peut se demander pourquoi on le paye, le prix qu'on le paye, et si c'est vraiment ça qui est intéressant dans la restauration. Alors, je suis pas... Donc, entre cette restauration moyenne, si vous voulez, et puis après, les différents fast-food, kebab, sandwicheries, boulangers qui font des sandwichs, les seuls qui ont survécu dans certains quartiers, c'est justement parce qu'ils faisaient des sandwichs et ils remplissaient le rôle du fast-food, de l'alimentation quotidienne.
quels sont, moi j'ai envie de demander à Olivier Rollinger, puisqu'il a beaucoup parlé des conditions économiques, des contraintes économiques et de comment ça détermine l'offre. Hein. Je n'ai toujours pas compris comment vous espérez faire revivre votre Laurent Barre. À moins qu'il trouve de l'or en barre sous son matelas. Bon. Et ensuite, comment faites-vous? Comment peut-on trouver des manières de générer une offre de l'ordinaire et du quotidien? Je ne sais pas quel est le dernier avatar de la restauration dans le TGV, mais enfin bon, on n'a pas été toujours très satisfait dans le passé. Voilà. Et puis, il y a même des inquiétudes épouvantables. Là, je peux vous dire que j'ai des angoisses épouvantables. J'ai l'impression que va arriver le jour où il n'y aura plus dans les bistrots parisiens un seul endroit où on trouvera du filet de hareng pomme à l'huile. D'ailleurs, maintenant, il y a de la salade verte qui est apparue. Enfin, on ne sait pas tout ça ce que c'est. L'autre jour, j'ai demandé un sandwich rillette dans un bistrot. Ils n'avaient pas de rillette. Il y a peut-être des raisons là. Mais enfin, je veux dire, il y a du changement qui chagrine les vieux de la vieille. Ça, c'est une chose. Mais il y a quand même un besoin absolument fondamental, une attente qui n'est pas satisfaite de façon satisfaisante, disons. Ça concerne aussi les touristes, hein, parce que... Et ça concerne bien entendu les touristes. Bien sûr. Quand on est touriste, on ne va pas forcément, on fait pas tourner les Grands-Ducs à chaque fois. Donc c'est une offre alimentaire qui est importante aussi. Mais personne ne fait la tournée des Grands-Ducs. Et enfin, je vous remercie de me poser ce type de questions comme ça, mais en fin de journée, alors que je suis fatigué. Hein, non, mais je vous ai dit, on a un vrai... Alors, on dit un restaurant. Alors, en ville, à Tours, encore plus à Paris, mais ailleurs, vous connaissez tous quand même le prix du mètre carré commercial. De pouvoir asseoir à une table, une chaise, une personne qui va venir vous prendre la commande. On parle même pas prix du prix du plat, mais déjà le coût de l'immobilier, de l'aménagement, de répondre aux normes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez des sandwicheries, vous voyez des plateaux repas qui partent dans toutes les entreprises. Les gens, aujourd'hui, de réussir à faire vivre, de pouvoir répondre, les bento, effectivement, de pouvoir répondre à un marché, on va dire quoi? Allez, vous êtes disposé à mettre combien dans un restaurant pour déjeuner le midi? Le prix d'un ticket restaurant. Vous êtes... 10 €. Eh bien, écoutez, on peut essayer de monter un business plan avec 10 € pour être assis à une table, d'avoir un minimum une serviette et de servir, on va dire, un plat de qualité. Mais je ne sais même pas si je peux mettre quelque chose dans l'assiette. C'est extrêmement difficile. Donc le seul truc, c'est le bento, le sandwich, le truc. Le problème, je pense que, vous savez, il ne faut pas non plus dire des jeunes ou des si le marché existe, on peut tout parler de l'État, des collectivités. Il y a une question de marché. Il y a une question, est-ce qu'une entreprise est viable de cette manière-là? Donc ils imaginent tous de réinventer le fast-food, le food court, on prend, on mange dans la rue, mais avoir, on va dire, tout simplement une brasserie de qualité, un bistrot de quartier de qualité, ben, c'est très vite assez onéreux. Mais c'est un problème. C'est pas que les gens veulent pas faire bon, c'est que ça revient à très cher. Alors, et d'autant plus, si vous voulez, alors commencez à cuisiner. Parce que cuisiner, c'est des petites mains, c'est des mains d'or, c'est des mains de métier, d'artisan, où il faut coudre, où il faut découper, où il faut habiller, où il faut décanter, où il faut filtrer, où il faut mixer. C'est plein de gestes, mais et le geste, comme de cueillir des fraises ou de cueillir des haricots, coûte très cher dans notre pays. C'est la raison pour laquelle, et là, je vais parler là à Bercy, je considère que les entreprises, les impôts de société devraient être particulièrement liés, voire proportionnels ou inversement proportionnels. Les résultats devraient être taxés d'une manière inversement proportionnelle au pourcentage de la masse salariale nécessaire pour dégager ce résultat.
pas si vous m'avez bien comprendre. Une entreprise qui emploie 3 personnes et qui dégage, allez, 100 000 € de résultat, eh bien, devrait être beaucoup plus taxée qu'une entreprise qui a 30 salariés et qui dégage 100 000 € de résultat. Non, mais vous comprenez, lorsqu'on aura rétabli cet équilibre, lorsque l'on aura évité ces dérives en disant, on nous demande, les entreprises, on demande aujourd'hui, investissez, achetez du matériel. Mais on n'a pas envie d'acheter du matériel, nous. On veut embaucher des jeunes. Mais par rapport au marché en face, pour nourrir les autres, on est bloqué. Nous sommes bloqués. Et un tas d'activités nécessitant cette masse salariale est bloqué parce que les entreprises qui emploient un nombre important de personnes sont trop taxées par rapport à celles qui robotisent. Je ne parle pas de celles qui défiscalisent d'une manière scandaleuse et de celles qui délocalisent à tout va. Voilà. C'est bien une question internationale et c'est bien une question d'État. Bon. Alors on vous remercie d'avoir accueilli nos débats dans